Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson et aujourd'hui on analyse ensemble Steadison en levée de fonds sur SoWeFund. On démarre tout de suite. Je vais donc analyser cette startup en levée de fonds à partir de mes critères d'investissement gagnants qui sont ici. Si tu ne connais pas mes critères d'investissement gagnants, eh bien je t'invite à les télécharger, le document complet est en description de la vidéo juste en dessous. C'est entièrement gratuit et ça te permettra d'en savoir plus sur ma grille d'analyse et de comprendre exactement ce dont je parle quand je parle de ma méthode ETA, effet d'échelle, traction, avantage, injuste. Et si tu connais bien sûr déjà les critères, eh bien on attaque tout de suite ensemble. Bien sûr, regarde aussi pour recevoir mon livre entièrement gratuit, c'est dans la description. Alors, Steadison, c'est un outil, une startup, un projet, un produit qui propose des prévisions météorologiques appliquées à l'énergie solaire. Et appliqué dans un premier temps à l'énergie solaire qui s'ouvre maintenant à d'autres marchés. Alors c'est un produit un petit peu particulier puisque c'est un mix de logiciels, d'images satellites, de caméras sur le terrain. Et donc on va essayer de déterminer ensemble, ça va être un point vraiment d'attention de ma part, est-ce qu'il y a ou pas des effets d'échelle? Est-ce que c'est un produit entièrement scalable digital? Ou est-ce que par exemple avec l'installation de caméras sur le terrain, on est sur quand même un business qui s'apparente à un business physique? Ça fait partie des choses qu'on va essayer de regarder. Et puis, ça c'est ce que j'ai entendu dans la vidéo. On va bien sûr regarder la traction et tout le reste ensemble. Alors, on va aussi regarder le marché, toujours instinctivement. Je pense que le marché, il est assez important. Mais voilà, il faut savoir quel est le chiffre d'affaires potentiel, combien de personnes peuvent être intéressées par ce genre de choses. Alors, la société a déjà pu convaincre 120 clients, Total Energy, Engie, SPI ou EDF. Donc là, il y a, tu vois, une vraie preuve que ça fonctionne. Donc ça, c'est bien. La question, c'est le chiffre d'affaires. Donc 2021, 580 000 euros. Donc là, ça nous permet potentiellement de répondre à la question de la traction. Mais bien sûr, on veut savoir depuis combien de temps ça existe. S'ils font 580 000 euros et que la boîte elle a 2 ans, 3 ans, c'est très très bien. Si la boîte elle a 10 ans, 15 ans, c'est évidemment moins bien. Donc on va tout de suite aller voir l'équipe. On a Caroline, on a Guillaume et on a Valérie. Alors je ne sais pas si Valérie il fait partie des cofondateurs ou pas. On va essayer de le déterminer à partir des profils LinkedIn de tout le monde. Si ça charge, oui ça charge bien sûr. Donc Caroline Deforêt. Donc ça s'appelle Steadison et Frogcast. Et donc on va voir depuis combien de temps elle fait ça. Depuis 9 ans. Voilà, alors c'est un peu ce que je craignais entre guillemets. Donc la boîte elle fait 580 000 euros de chiffre d'affaires. C'est franchement pas mal du tout. Mais elle a 9 ans donc on n'a pas une forme d'accélération. On va aller voir tout de suite les chiffres. Je ne pense pas qu'on ait les chiffres de ces 3 ou 4 dernières années. Souvent ils n'y sont pas et c'est bien sûr dommage. Voilà, on n'a que les chiffres de 2021. Mais je veux savoir ici, qu'est-ce qui se passe sur la partie gauche de la courbe, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années, est-ce qu'on a eu une augmentation ou pas, et on n'en a pas la preuve, mais 580 euros de chiffre d'affaires, c'est franchement pas mal. En perdant de l'argent, c'est déjà moins bien, faire 500 000 et perdre 500 000, bon, mais à la limite, encore une fois, c'est une start-up, pourquoi pas, mais au bout de 9 ans, c'est là où c'est un peu plus chaud selon moi. Donc, est-ce qu'il y a une traction? Franchement, pour l'instant, moyen. Au mieux, c'est orange. Et au pire, c'est non, parce que ça fait 9 ans. On veut que, si tu regardes combien de chiffre d'affaires faisait, j'en sais rien, Uber, Facebook, Airbnb au bout de 9 ans. Tiens, on va regarder ça. Si on tape Airbnb, ça a été créé en 2008. Donc au bout de 9 ans, c'est en 2017. 2017 revenue. Eh bien voilà, 2,6 milliards de revenus en 2017. Donc tu vois la différence. En 2018, c'est 3 milliards, 5 milliards. 2020, évidemment, c'est moins que ça. Et 2021, je crois que c'est plus. Bon, enfin, peu importe. D'ailleurs, on s'en fout. Mais tu vois, pareil. Donc ça, c'est 2017. Si on prend Facebook, ça a été créé en 2004. Donc 9 ans plus tard, c'est 2013. Et on veut savoir les revenus de Facebook en voilà, 8 milliards. Ok, donc tu vois l'idée, tu as saisi. Ici, on est sur un chiffre d'affaires de 580 000, c'est pas mal. Alors évidemment, on ne veut pas qu'ils aient le même chiffre d'affaires que Airbnb et Facebook, c'est des exemples extrêmes. Mais il n'empêche que. Donc, Guillaume, qui est le VP R&D Innovation chez Steadison, il est là depuis 7 ans. On ne sait pas s'il est cofondateur ou pas. Il y a écrit CTO, donc CTO c'est Chief Technical Officer, donc en théorie c'est le cofondateur, il n'était pas là au tout début mais bon. Et puis on a Valérie qui est là depuis 3 ans, donc non, on va partir du principe que
Guillaume et Caroline sont les deux cofondateurs. Donc Guillaume, R&D, d'accord, il s'occupe de la R&D, il est le CTO. Avant, il était au CNRS, il était chercheur. Puis il a un PhD, il a fait son PhD au CEA, Centre de l'énergie atomique, si je ne dis pas de bêtises. Il a été au CNRS encore, etc., etc., d'accord. Et Caroline, elle était aussi au CEA. Et on va aller voir les autres expériences. Touloulou, le CEA, est-ce que j'ai pas dit de conneries? C'est bien le Centre de l'énergie atomique, je crois. Commissariat à l'énergie atomique. Ok, j'étais pas loin, ça va, c'est ça. Cool. Et donc, Caroline, elle a aussi un parcours complètement pur CEA. Donc, on a une équipe non expérimentés en entrepreneuriat, hein, ils n'ont pas monté de boîte avant, ils étaient chercheurs, et master interne, voilà, et tous les deux techniques. Donc on a une équipe non expérimentée, c'est pas très grave, mais par contre deux profils techniques, il manque un profil, il n'y a pas de complémentarité, il manque un profil par exemple commercial, et ça pourrait expliquer pourquoi bien sûr l'attraction elle est aussi faible. Alors encore une fois, hein, toute proportion gardée, on fait pas, c'est pas noir ou blanc. 580 000 euros de chiffre d'affaires, c'est bien, mais en 9 ans, c'est moins bien. Donc, deux profils techniques. Ok, on a répondu à l'attraction et à l'équipe. Alors, on va un petit peu regarder la suite, le reste, la problématique. Donc, les capacités d'électricité du solaire, elles comptent pour 91% des énergies, des nouvelles capacités d'énergie renouvelable, mais ça dépend de la météo. S'il y a des nuages, le solaire fonctionne moins bien. S'il n'y a pas de vent, l'éolien fonctionne moins bien, etc. D'accord? Donc la prévision de la production solaire, prévision de consommation d'énergie, observation des nuages. Ok, très clair. Le produit. Alors, on va essayer de bien comprendre donc si c'est purement digital ou s'il y a une composante physique. Donc 15 jours à l'avance, les modèles numériques. D'accord. Dans la version avancée du produit, les prévisions sont affinées à l'aide d'un modèle de MyFin configuré sur mesure. D'accord, c'est adapté au microclimat. Les solaires de planifier la production à venir, de minimiser les... Bon, ok, on n'a pas voilà, 6 heures, on n'a pas le détail sur les caméras. Donc, observation satellite, Steady Eye, 30 minutes à l'avance. D'accord, Frogcast. Donc là, il y a plein de produits avec plein de noms. Bon, ok, très bien. 50 bêta-testeurs, gratuits, blablabla. Et un montant de 60 000 euros déjà signé avec une compagnie de chauffage urbain. D'accord, stratégie différenciante. Donc ça, la différenciation, on a bien compris que c'est différent, qu'il y a quelque chose ok. Mais stratégie d'acquisition, touloulou, on ne sait pas si c'est scalable. Acquisition de trafic en campagne marketing, modèle économique, donc 3 axes. Donc déjà, il y a un modèle économique, ils savent monétiser, ils gagnent de l'argent, parfait. Donc un abonnement annuel type SaaS, donc ça, c'est purement scalable, ok. Un abonnement annuel de type Edge Computing et prestation de service. 60% d'abonnement, 10% hardware, 30% de prestation de service. Ok, donc c'est pas mal. Donc il y a 60% qui vient de l'abonnement. Et donc on est sur, au moins en partie, quelque chose qui a des effets d'échelle. Même si tout n'a pas des effets d'échelle, mais une fois que tu as installé ta caméra, c'est un espèce de mix hardware, software, où tu installes une caméra, mais ensuite tu vends un abonnement et le client paye l'abonnement à vie. Et sur l'abonnement, tu fais une grosse marge. Tu fais une marge de quasiment 100%, 90-95%. Qui va te permettre de rembourser le matériel. Donc, il y a de l'effet d'échelle, vraiment du digital, puisqu'on est sur du SaaS, hein, tout simplement. Et il y a de la marge, et donc ça, c'est pas mal. On vient, tu vois, de valider d'un coup, boum, 3 critères verts. Ça, c'est vraiment chouette. Ok, très bien. Alors, Touloulou, les succès, donc 120 clients, 1400 sites dans le monde, c'est pas mal, hein, mais c'est dommage que le chiffre d'affaires soit pas si énorme. Tu dis, waouh, 120 clients, 1425 pays, waouh, c'est dingue, ils doivent faire des millions. Non, ils font 580 000 et c'est du chiffre d'affaires et à côté de ça, ils perdent de l'argent. Donc, pas dingo. Alors, le marché, donc une hausse de 20% pour les installations solaires, le marché de la prévision, 700 millions d'euros. Tu vois, c'est petit parce que si le marché de la prévision c'est 700 millions d'euros, on compte que une start-up, vraiment si elle déchire tout, qu'elle cartonne, c'est déjà très optimiste, elle peut avoir 10% du marché. Et déjà c'est vraiment hyper optimiste, donc elle pourrait faire 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc elle pourrait valoir 10 fois, elle pourrait valoir 700 millions d'euros. C'est pas mal, mais tu vois, c'est pas une licorne, et c'est pas avec ça que tu vas multiplier ton investissement par 100. Ce qui est nécessaire d'imaginer que ce soit potentiellement possible, pour mettre ça en rapport avec tous les risques que tu prends. Donc un marché un peu petit finalement, même si je pense très sincèrement qu'il va grossir, mais je suis un peu déçu par un marché de 700 millions d'euros. Pour un marché total. Alors de la prévision, ouais, c'est un petit marché en même temps, la prévision de production solaire. Bon,
Alors, concurrence, il y en a, ça c'est très bien, il faut qu'il y ait une concurrence indirecte, utilisation des fonds, plan d'action. Ok. Le futur, les objectifs, solution de sortie. Ok. Alors, est-ce qu'on a un avantage injuste? Déjà, est-ce qu'on a un brevet, hein? Bien sûr, ça fait partie des... on n'a pas de brevet. Qu'est-ce qu'on a? Alors, tout à l'heure, on avait la différenciation. Voilà. Éléments différenciants. Une stratégie différente, plateforme de prévision mondiale avec une livraison par API. D'accord. Une palette de ressources uniques sur le marché. Le seul acteur à proposer un service adapté aux besoins de chaque acteur. Bon, ça, c'est pas... Ok. Multi-fournisseurs, stratégie d'acquisition. Bon, je suis pas sûr qu'on ait un vrai avantage injuste qu'un concurrent pourrait pas venir dupliquer. Alors, ils ont quand même un vrai truc. C'est ça. 120 clients, 1400 sites, 25 pays, des gros clients comme Engie, EDF, Total, Enedis, PIV. C'est vraiment les plus grands clients peut-être sur ce secteur. En tout cas, en France et peut-être pour certains en Europe. Donc ça, c'est pas mal. Je suis surpris, ils sortent du CEA, de l'INES, que je connais pas, mais l'Institut National de l'Énergie Solaire. Ils ont rien breveté visiblement. En même temps, c'est du software, c'est de l'intelligence artificielle, c'est du SaaS. Donc on peut pas breveter le logiciel, donc c'est ça l'inconvénient. Donc effectivement, la solution, c'est d'aller chercher des clients et de les verrouiller. C'est pas mal, c'est pas mal parce qu'on peut pas s'attendre à beaucoup mieux. Encore une fois, on peut pas s'attendre à un brevet, même si on se dit voilà, mais comme c'est du software, non, et c'est des caméras. Donc ils ont verrouillé des clients. Bon, ils n'ont pas un contrat d'exclusivité par ailleurs, donc c'est pas mal, mais c'est pas non plus dingue. Parce que si toi et moi demain on crée un concurrent, qu'on va voir Engie, EDF, Total, etc., on leur dit bah on vous fait pareil, mais moins cher, par exemple, exprès pour les embêter, pour leur piquer des clients, et ben probablement qu'ils vont nous dire bah écoutez, si c'est moins cher, oui, on signe avec vous. Je pense pas qu'il y ait un contrat d'exclusivité. Exclusivement, il n'y a pas de contrat d'exclusivité. Ok. Donc voilà. Alors sachant qu'il y a quand même un pack gratuit, mais ça c'est pas, ça pourrait être mauvais en disant mais ils vont pas avoir de revenus, mais on voit que 60% des revenus sont quand même sur le SaaS. Donc ça c'est vraiment très bien, ça valide ici pour effet d'échelle et marge. C'est l'avantage injuste, on va dire bof. Voilà, franchement on va dire que c'est bof. Alors il nous reste à regarder ensemble la valorisation que tu trouves ici et là dans l'analyse des chiffres. Que dire de cette valorisation? Alors waouh, ok, là il y a un gros problème, c'est que les fondateurs ils ont que 37% du capital, sachant que là ils vont encore se diluer de 18% de plus. Donc si on prend 37 fois 0.8, ils vont être à moins de 30%, d'accord? Donc ils n'auront même pas la... oui, alors si, peut-être que c'est fait exprès, fois 81. Oui, si c'est fait exprès pour qu'ils aient 30%. Ok, ils ont pensé que c'est 18,18. 81,81, ils vont avoir voilà, 30%, ils vont leur rester 30% du capital. Ils auront la minorité de blocage, mais enfin, les investisseurs auront 70% du capital. Et encore, je suis même pas sûr de mon calcul. Bon bref, on s'en fout. C'est un gros problème. Quand aussitôt dans la boîte, et c'est le problème quand la boîte ça fait 9 ans et qu'elle perd de l'argent et que t'es jamais rentable et que t'es obligé de faire des levées de fonds, bah t'es obligé de te diluer. Tu vois ce qui va d'ailleurs peut-être t'arriver à toi en tant qu'investisseur. Et ça c'est un gros red flag. Enfin pour moi ça va pas. Ça montre d'ailleurs qu'elle a fait que lever de l'argent. Alors que le meilleur argent, c'est pas l'argent des investisseurs, c'est l'argent du chiffre d'affaires, mais qui est très faible pour une boîte qui a 9 ans, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure en début de vidéo. Donc la valorisation en tant que telle, elle me choque pas trop, parce que c'est très innovant, il y a de la marge, bon c'est peut-être un peu élevé, mais elle me choque pas trop franchement. Tu vois, je suis même prêt à dire que ça va. La valorisation, elle me choque pas trop. Mais ça me choque. Ça me choque énormément. Ça me choque énormément. Bon, voilà. Ceci clôture mon analyse de Steadison, donc sur SoWeFund. N'hésite pas à me dire en commentaire de la vidéo si tu es d'accord, pas d'accord, si tu vas investir ou non et pour quelle raison. Tu as le droit de pas être d'accord, tant que c'est argumenté. Moi, je suis ravi d'entendre ton point de vue. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bien sûr, si elle t'a plu, aime-la, partage-la et abonne-toi à la chaîne YouTube Leonis pour ne rater aucune prochaine vidéo. Et si tu veux investir avec moi et avec les membres du club Leonis Investissement, on est plus de 400 membres dans les startups à fort potentiel de la Silicon Valley qui répondent à tous ces critères. Et bien sûr tu peux rejoindre le club privé Leonis Investissement, le lien est dans la description de la vidéo juste en dessous. Voilà, ça t'intéresse, n'hésite pas à venir nous rejoindre et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.